Ok. Donc aujourd'hui, on va parler des satellites NOAA. C'est des satellites américains. Donc c'est des satellites en orbite basse qui tournent autour de la Terre. Et donc c'est pour les recevoir, c'est un peu suite à ce qu'avait dit Jules avec le Baofeng, et là c'est avec une PSDR. Donc le matériel nécessaire, il faut une antenne 137 mégas, une clé SDR et un PC sous Windows. Pour cette présentation-là, évidemment, on peut le recevoir aussi sous Linux. Il n'y a pas de souci. Donc les satellites NOAA, ils envoient des images, des images en analogique, et donc c'est des images, on appelle ça APT, donc Automatic Picture Transmission. C'est là. Après, il y a d'autres satellites, donc toujours NOAA, donc ça c'est en 137 mégas APT, et HRPT, donc là c'est en haute résolution, c'est du numérique, et c'est sur la bande de 1 gigasec. Pas plus simple. Et là, on a des satellites aussi en LRPT, et des satellites russes, et ça fera l'objet d'une prochaine présentation. Les satellites russes, c'est les Météor. C'est Météor, ouais. Et les HRPT, c'est quoi les exemples? NOAA. Et NOAA. Les NOAA, donc ils envoient et en APT et en HRPT. Ah ok, d'accord. Voilà. Okay. Donc là, on peut regarder, donc toutes les semaines, on peut regarder le statut des satellites. Putain, c'est tout mouillé. Voilà. C'est tout mouillé. Là, on voit donc les NOAA, actuellement. Donc, on voit que le NOAA 15, bon, il y a des problèmes de synchro. NOAA 18, c'est bon. NOAA 19, c'est bon. Ouais, du coup, Fifou, comme... Ah, c'est bon. Ouais, nickel. Voilà. Après, on va les continuer à marcher. Parfait. Donc, une image, on va la recevoir, hein, donc elle est comme ça. Donc, c'est une image en analogique, hein, donc c'est de l'ABF, on l'entend bien. Oui. Donc, sur les côtés, on a de la télémétrie. Donc, il y a les petits pavés là qu'on voit, c'est de la télémétrie. Et il y en a 16. Donc, toutes les 16, on revient à une image. Donc, ça fait une ligne, un petit pavé, comme on voit là, ça fait 8 lignes. Donc, toutes les minutes, ils envoient une bande aussi, ici. Donc, on voit une minute. Et une petite ligne blanche là, ça représente 4 lignes d'image. Ah ouais. Et puis ici, on a de la synchro. Ok, donc, en gros, les bandes blanches là sur la droite, c'est de la télémétrie. Okay. Donc il envoie deux images. Donc sur le canal A, c'est une image en visible, et sur le canal B, c'est une image en infrarouge. Okay. Donc là, je vous ai mis les petits pavés là. Donc on voit ici. Hein. Donc il y en a 16. Donc à chaque fois, c'est de la télémétrie. Donc ça vous donne par ordre de pavé qu'est-ce qu'on soit comme télémétrie. Ok. Alors, les antennes. Donc, on peut aller par une antenne toute simple. Donc, un simple dipôle. Hein. Donc, 53 cm. Un angle de 120. On descend avec du coaxial et on le dirige vers le nord-sud. Non, vous avez tombé là. Donc, après, on a l'antenne... Ah, oula. Ouais, tu vas trop vite, attends. Ah bah ouais, non, mais attends, c'est pas moi. Les antennes, on les voit pas, hein. Ah ouais, hein. Ouais, oui, parce que en fait, comme tu partages l'application PDF, quand tu cliques sur les images, on les voit pas. Ah bon? Ouais. Ah d'accord. Parce que ça partage que le PDF. Ok. Bah, il faut que tu partages aussi Firefox ou je sais pas ce que tu utilises, moi. J'imagine que ça doit être Firefox.
Mais ouais, en bref, hein, le dipôle, enfin, on voit. Bon, je reviendrai sur les. Je vais venir Ouais, sur les. tu reviendras sur les images, de toute façon, enfin, Ouais, dipôle, c'est comme dans les cours de Jean-Luc. Voilà. Tout le monde sait ce que c'est qu'un dipôle. Donc, l'antenne dipôle, donc la Turnstile, la Lindenblad, l'antenne QFH. Donc en fait, la turnstile, c'est une genre de, c'est genre comme, c'est genre en forme de croix. Oui, je voulais montrer. Ouais, enfin, tu montreras ça tout à l'heure, mais ouais, parce que je sais qu'il y a un ami là qui bossait sur une turnstile, avant que tu présentes le truc, je savais pas du tout ce que c'était. Donc, les satellites. Et ça va donner tes radio. Donc, Ah, vous la nice. voyez, Ok, l'antenne ça c'est turnstile. Donc, ça, c'est l'antenne dipôle. Ok. Ah, donc là, il suffit de prendre un domino, deux bouts de métal, du rond d'alu, de 53 cm, un angle de 120, le coax, et ça marche. Ok. Donc, l'antenne turnstile. Voilà. Ouais. Donc, on a les deux dipôles qui sont là. Ouais, en fait, c'est des dipôles qui et sont ici, collés. on a un plan de sol. Donc, quand le satellite y passe, ça permet que quand le satellite il est à son zénith, hein, de quand même pouvoir avoir quelque chose. Bah, il fait un réflecteur. Ouais, parce qu'avec une verticale, en fait, en théorie, au zénith, tu peux pas avoir grand chose. Ça marche moins bien. Ouais. Donc là, ça, c'est l'antenne QFH qui est à la maison. Voilà. Donc, ouais, un peu en forme ça, genre. C'était pour les antennes. En forme hélicoïdale au niveau des bancs rayonnants. C'est sur et là, on a des satellites aussi en LRPT, des satellites. Et ça fera l'objet d'une prochaine présentation. C'est les PTA, et les HRPT, c'est NOAA. Et NOAA. Les NOAA, donc ils envoient et en APT. Donc la clé SDR, hein, donc bon, là. Et ça marche aussi bien avec une clé toute simple qu'avec une clé très compliquée. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, clé logicielle. Donc, il faut télécharger WX2IMG, Orbitron, Sharp SDR et VBK. Il faut avoir les 4 logiciels pour pouvoir recevoir. Okay. Donc VB câble, il suffit juste de l'installer, il n'y a pas de mystère. Alors, WX2MG. Donc il faut enregistrer la version. Donc vous verrez sur la page d'accueil. Donc il y a la clé. Donc WX2MG il n'est plus du tout, on appelle ça. Et donc l'entreprise, elle a laissé le logiciel, et donc il y a quelqu'un qui a juste mis en haut de la côte de Noisy, à côté de. Ouais. Et donc je suis à 100 mètres de hauteur, et je suis bien dégagé dans la direction nord-sud. Voilà. Moi, je suis à Noisy aussi, je suis plutôt dans le centre, moi. Ah ouais. J'ai une QFH sur le balcon, mais j'arrive pas à avoir des cartes aussi belles que toi. Ah ouais, oui. Ah bah, tu vois, on est tous à Noisy-le-Grand, alors du coup. Et j'ai un préampli, hein. Ah oui, t'as mis un préampli, d'accord. Oui. Donc un préampli 30 dB. Ah bah, ça fait la différence. Moi, je pense. Sur Linux, vous pouvez utiliser, il y a un logiciel qui s'appelle GLRPT. Et donc, et puis il y a aussi
pour recevoir les météores. Et donc, et WXAPT, c'est pour recevoir les satellites NOAA. Voilà. Et donc, la prochaine fois, je vous ferai pour vous expliquer comment on reçoit les météores. Et donc, les météores, ça va pour vous faire baver un peu. Non. Pour vous faire baver un peu, je vais vous montrer ce qu'on reçoit. Ah, mais moi, là, je suis déjà en train de baver. Hein. Alors, toc. Ah. Alors, Non, mais c'est une tuerie, les météores. Hein. Vraiment. Hein. Vous le voyez là? Ouais, moi, oh là là, mais c'est Ça, incroyable. c'est celle de ce matin. Hein. Tu déconnes. Ah bah, en tout cas, là, la bonne météo. Donc là c'est en moyenne définition. Avec la même antenne? Avec la même antenne. Bravo, hein. Ah ouais. Donc ça sera pour samedi prochain. Donc c'est pas plus compliqué, hein. C'est juste c'est juste le logiciel qu'il faut les logiciels qu'il faut bien programmer, quoi. Voilà. Donc globalement, je reçois donc depuis la moitié de la Norvège, hein, jusqu'à Tripoli. 2 passages. Donc on voit il y a un passage ici, hein, comme ça, et puis là il y a un deuxième passage. Voilà. Ok. Bah écoute, c'était super. Merci beaucoup, hein, ouais. Et puis bah écoute, là c'est le cas de le dire, tu me fais vraiment baver pour la suite. Oh là là. Non mais en fait tu vois, il y a une sacrée différence hein, entre du NOAA et du météore, hein. C'est sûr. Jules, quand tu nous avais présenté ça aussi, toi tu passais par Audacity, c'était simplement pour échantillonner à 11K ou... Ouais, c'était juste pour ça. Bon, je vois qu'il y a des gens qui sont très intéressants, on va dire merci. Ouais. Bon bah écoute, Jules, je te laisse la main. Ok. Tu peux montrer les antennes? Ah oui. Ah oui, les antennes. Je recommence. Alors, tac. Oui. Vous voyez là? Ouais. Hein? Ouais, c'est bon. Donc en fait, donc ça c'était l'antenne que j'avais précédemment. C'était l'antenne de chez Nueva Electronica. Donc je sais pas si ça existe. Je crois plus que ça existe, hein, cette société. Et puis bon, bah, au bout de 25 ans d'intempéries de la région parisienne, elle était toute rouillée. Et puis un jour, elle est tombée. Donc ça, c'est l'antenne Turnstile, mais elle est vraiment bien parce que donc quand le satellite il passe, donc on reçoit d'abord par les trombones, par les 2 trombones qui sont là, et après quand le satellite il arrive à son zénith, et ben il y a le plan de sol qui est là, qui renvoie sur le trombone, et donc ça marche très bien. Alors donc ça c'est l'antenne Lindenblad. C'est l'antenne AF1 AGW qui est à Neuilly-sur-Marne, Neuilly-Plaisance, au plateau d'Avron. Donc là, c'est 4 trombones, hein, on les voit, et donc qui sont couplés. Alors elle est pas mal, mais c'est vraiment pour recevoir les satellites quand ils sont bas sur l'horizon. Quand on arrive au zénith, c'est toujours le même problème. Alors, je sais qu'il y a des Belges ont fait la même chose et ils ont rajouté 4 plans de sol autour. Donc ça, c'est l'antenne QFH, hein, qui est à la maison maintenant. Voilà. Et puis ça, c'est le simple dipôle. Donc pour débuter, c'est déjà c'est pas mal.
Et je vois sur Twitter, il y a un anglais, là, enfin, un grand breton qu'on utilise, une comme ça, et ça marche super bien. Alors, je vais faire une petite opération. Voilà. Donc, on peut aussi utiliser des antennes des vieilles antennes de transistors, là, des antennes, on appelle ça, qui se déploient là, et ça marche très bien aussi. Hein. Donc, vous en prenez deux et elles font à peu près 80 cm de long. Donc, vous la raccourcissez à 50 cm et puis vous faites votre système comme ça pour pour recevoir les satellites. Voilà. Ok. Bah écoute, D'autres questions? moi c'est bon. Ok. Et ça a l'air d'être bon pour tout le monde, ce que je vois. D'accord. Bah oui, c'est super. Non mais satellite, c'est toujours un sujet méga intéressant. Oui, c'est toujours intéressant. Donc il y a ça. Après, bon, je pourrais vous faire écouter d'autres trucs. Il n'y a pas de souci. Voilà. Allez, je te laisse la main, Jules. Ok. Et bah c'est parti. Du coup, je vais streamer de mon côté moi aussi. Hop, voilà. Tac. Là, je vais mettre ça comme ça. Et je vais faire en sorte, je sais pas du tout. Ah si je crois que c'est bon, on peut faire voir la caméra sur Discord. Bah comme ça, je vous montrerai un petit peu ce que c'est. Voilà. Alors, donc je vais screener tout ça. Alors, sharing screen. Parfait, c'est exactement ça que je veux. Voilà. Donc tu me dis, hein, Fifou, si tout est nickel. En théorie là, c'est bon. C'est bon. Ok, parfait. Voilà. Bon, bah, on y va. On y va. Alors du coup, présentation, ça va être, comme c'est indiqué sur la slide, ça va être sur le Nano VNA et les portatifs. Parce qu'en fait, pour la petite anecdote, pour la petite histoire, hein, j'ai eu 20 ans le 20 avril. Voilà, donc ça fait 2 fois 20. Mais et donc pour mon anniversaire, j'ai eu ce petit bijou là qui s'appelle un Nano VNA et et que je trouvais vachement bien. Donc voilà, je voulais absolument en parler. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Voilà, donc le Nano VNA c'est quoi? C'est ce que vous pouvez voir en fait dans cette petite boîte. Voilà, en fait c'est un tout petit appareil tout mignon, tout gentil. Et en fait ça veut dire Vector Network Analyzer. Donc en fait voilà un mini analyseur de réseau parce qu'effectivement ça va nous permettre d'analyser des éléments rayonnants comme des antennes. Voilà, donc comme exactement ce que j'ai écrit sur la slide. Et du coup, en fait, ce qui est très très bien avec ce type d'appareil, ce type d'analyseur, c'est qu'il est compact, en fait, il est extrêmement portable. Et en fait, comparé dans mon école, moi je me souviens que même encore l'année dernière, quand je faisais mes antennes pour les analyser, je devais aller dans une salle spéciale et je devais démarrer une grosse machine, je sais plus je crois que c'était un analyseur de réseau Hewlett-Packard des années 80, le truc avec l'écran cathodique énorme, le truc super lourd qui pèse une tonne, tu devais faire rouler sur un chariot, tu devais calibrer et tout, ça prenait une place pas possible. Et maintenant, en fait, on se dit, bienvenue en 2020, hein, parce que avec ce tout petit appareil, on peut faire la même chose. Ce sera peut-être pas aussi précis, mais suffisamment. C'est clairement suffisant. Donc c'est pour ça que je trouve cet appareil absolument génial. Voilà, Nano VNA, donc c'est un appareil que vous pouvez retrouver, vous pouvez trouver toutes les ressources, comme je disais, sur le site nanovna.com. C'est un développeur japonais qui se nomme sous le prénom de LE555, et donc du coup vous pouvez retrouver un petit peu tous les documents dessus. Et voilà, clairement ça se présente dans le paquet que vous voyez là. Et donc voilà, j'ai mis un petit lien GitHub, si vous voulez, on ira voir sur la page
après. Voilà, donc en gros, le Nano VNA c'est tout bête, hein, comme je disais tout à l'heure, c'est composé de plusieurs petits éléments. Bah, d'abord on a les contactiles au milieu. On a de Donc, l'écho, hein. c'est le seul élément de contrôle. Parce que vous voyez, au niveau physique, il n'y a pas beaucoup de boutons. Il y a juste sur l'autre image, vous pouvez voir, en fait, il y a juste le bouton on/off et un espèce de curseur. Donc, vraiment, le seul outil qui va vous permettre de contrôler l'appareil, c'est vraiment l'écran. Voilà. Je sais pas chez qui il y a de l'écho, mais en effet, c'est vrai que c'est un peu perturbant si la personne qui se reconnaît pour santé, c'est pas mal. Voilà. Du coup, sur les côtés, on a deux ports RF, channel 0 et channel 1. Donc on peut supporter on peut analyser deux éléments en même temps. Voilà. Il me semble qu'il y en a un, j'ai pas bien regardé la doc, mais il me semble qu'il y en a un qui permet de faire plus de choses que l'autre. Mais sinon il y a deux ports, on peut analyser deux outils RF en même temps. Voilà. Ensuite, donc comme je disais, sur le côté, vous avez la molette de contrôle. Donc c'est celle qui va vous permettre, quand je vais vous montrer tout à l'heure les caractéristiques internes du Nano VNA, en fait vous allez voir que vous pouvez sélectionner une fréquence avec cette petite molette là, en la bougeant à gauche ou à droite. Voilà. Et le dernier élément que vous voyez, c'est un port USB type C. Donc voilà, hein, très récent en fait, parce que USB type C ça fait pas si longtemps que c'est là. Et en fait, ça permet, comme je l'ai dit dans le PDF, de le connecter au PC. Donc déjà, pour le charger, puisqu'il y a une batterie intégrée. Et de deux, ça permet aussi d'être piloté. Donc j'ai mis aussi toutes les ressources, mais si vous allez sur le site nanovna.com, vous pouvez voir en fait, il y a plein d'outils, comme une applette, qui permet en fait de piloter votre Nano VNA par ordinateur, et par exemple prendre des captures d'écran. Voilà. Et puis du coup, voilà la vue interne. Donc quand on allume le Nano VNA, en gros ça ressemble à ça. On a un petit écran noir avec plusieurs courbes qui s'affichent au départ. Donc elles sont légendées par des couleurs. Et là on peut voir donc il y a plusieurs curseurs en fonction des courbes. Et donc en interne vous pouvez avoir accès à une tonne de menus. Donc ce qui est très bien, c'est que dans la boîte du Nano VNA, vous avez ce qu'ils appellent une Menu Structure Map. Et donc en fait, ça vous permet de voir justement l'arborescence des menus. Voilà. Et donc pour accéder au menu, en fait, physiquement, qu'est-ce qu'il faut faire? Et bien en fait, il faut toucher l'écran peu importe où, et ce sont des onglets qui s'affichent sur les côtés. Voilà. Bon, encore une fois, c'est un peu perturbant l'écho là. Mais bon. Donc c'est bien quand on a un peu. En fait, là, pour l'écho, il faut mettre en sourdine Vlad. Ah, c'est donc qui a fait un retour. C'est donc Vlad. Ah bah écoute, attends. Voilà, bah si tu peux mettre des écouteurs ou baisser le son, comme ça rentre pas dans le Discord. Voilà. Ouais, Vlad met un casque, comme ça on n'aura pas de retour. Ouais, j'ai pas de casque. Attends. Ouais, je vais couper son micro. Ouais, bah. Oui, mais c'est vrai qu'en plus, comme t'as dit, ok, ça marche, merci, Jolk. Voilà. Du coup, là, vous avez une carte des menus. Et donc, c'est vrai que c'est bien complet quand même. On voit que c'est bien complet. Et donc, du coup, moi, ce que je vais essayer de quand même montrer, c'est d'utiliser au moins quelques-uns de ces menus pour quand même pouvoir l'utiliser au minimum. Voilà, justement, parce que comme j'ai eu il y a pas longtemps, j'ai essayé de faire les bases. Donc on va voir ça dans quelques instants. Donc l'étape justement la plus importante dans ces appareils-là, c'est la calibration. Donc en fait, il y a plusieurs étapes, il y a 3 éléments comme c'est écrit sur la slide. En fait, je vais revenir sur la première slide, je pense qu'on verra mieux. Voilà. Si vous voyez là en fait sur la boîte, là où ici vous avez trois petits bijoux là. Et en fait, ce sont nos outils de calibration. Donc en fait, parmi eux, en fait, on en a deux. Enfin, en fait, on en a 3. Et en fait, c'est ce qui va nous permettre de calibrer notre appareil. Donc il y en a un, c'est ce qu'on appelle le circuit ouvert. Un autre, c'est le court-circuit.
Et le dernier, c'est la charge non rayonnante 50 ohms. Donc là, je sais pas si on voit bien les couleurs, mais au milieu, le port qui est grisé, c'est bien la charge 50 ohms. Voilà, bah, ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer sur Discord, là, je vais passer sur Discord et je vais essayer de partager ma caméra. En théorie, ça doit être possible. En théorie. Ah, parfait. Enfin, j'espère. Ah, donc je peux partager les deux en même temps, donc ça c'est pas mal. Voilà, donc ici, j'ai ma petite boîte. Et dans ma main, là, j'ai trois petits outils à ma disposition, là. Et donc celui-là, là, le gris, c'est la charge 50 ohms. On en a un deuxième où il n'y a pas de pinouille au milieu. Donc celui-là, c'est le circuit ouvert. Et l'autre, qui a une pinouille au milieu et qui est relié de part et d'autre, je sais pas si on voit bien, mais c'est celui qui a la pinouille, c'est le circuit fermé. Et donc en fait, on va utiliser ces trois outils de calibrage avant chaque mesure. Avant chaque mesure de type d'antenne en tout cas, parce que dans le Nano VNA, il y a la possibilité d'enregistrer ces paramètres de calibration. Alors voilà, je sais pas, Fifou, je sais pas si tu vois la caméra ou pas. Là, j'ai perdu tout le monde ou c'est ma connexion? Non, il n'y a pas la caméra là. T'es resté sur le PDF. Ouais. Parce que en parallèle, normalement j'ai démarré la caméra, mais j'ai pas l'impression que ça marche. Donc, je vais arrêter le stream 2 secondes. Hop là. Et donc en théorie, on devrait me voir. En théorie. Hop, voilà, je relance. Et sinon c'est pas grave. Sinon je vais faire autrement. Non, la caméra ça marche toujours pas. Ouais, non, je crois pas. Non, ça marche toujours pas. Shit. Bon, c'est pas grave. Alors, je vais repasser sur le... On est en train de charger quelque chose là, mais on voit rien. Ouais, bah, moi non plus, donc bon. Tant pis, je vais l'arrêter et puis je vais faire autrement. Hop, je vais repasser sur le PDF. Parfait. En fait, alors je sais pas si j'ai détaillé, il me semble que j'ai détaillé dans le PDF, mais je sais plus si j'ai détaillé là-dessus. Ouais, non. Donc ouais, je pense qu'on va faire comme ça. Ça va être plus pratique. Hop là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me loguer là-dessus. Voilà. Et je vais retourner sur Firefox ici. Et je vais essayer de trouver une autre combine pour pouvoir afficher la caméra, parce que ce serait quand même pas mal. Hop là. Voilà. Tac. Tac. Et voilà, c'est bon. Je pense que ça devrait marcher. En théorie. Voilà, parfait. Tac. Ok. Là, j'ai une autre fenêtre qui apparaît. Et puis j'espère que ça va marcher. Voilà. Ok. Ça j'autorise. Voilà. Alors. Voilà. C'est parfait. C'est bon. C'est bon. C'est bon, voilà. Alors, hop. Voilà, donc. Déjà, revient à l'assaut. Déjà, revient à l'assaut. Quand même. C'est bon. Voilà. C'est vrai. Un peu.
c'est dommage. Pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, en fait, de ces trois petits outils-là, c'est en fait, quand vous allez allumer et donc calibrate, et ensuite vous aurez un panel comme ça qui va s'afficher avec open, short, load et le reste. Voilà. Donc nous, pour le moment, c'est vraiment juste les trois premiers qui vont nous intéresser. Donc voilà, c'est quoi, je vais le faire en direct, ça va peut-être pas être si fun, parce que j'ai même l'impression que ma caméra marche même pas. C'est un peu dommage. Ah, si, ça marche, yes, incroyable. Bon, c'est une petite enfant. Ma caméra fonctionne. Voilà, donc, du coup, là, vous avez vous voyez mon anneau VNA, là, que j'ai démarré, donc là, qui est pas calibré ni rien, donc, quelques courbes et tout ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que, ouais, il y a une question? C'est terrible. Des reflets. Ouais, il y a des reflets parce que, bonjour ma fenêtre. Attends, je vais bouger un peu. Ferme les volets, ça sera plus simple. Mais non, là, c'est mieux, là. Là, c'est mieux, tu vois. Oui. Mais moi, je me vois un peu mieux. Ah ben, on te voit toi, c'est bien. Voilà. Donc là, du coup. Encore un petit peu. Yes. Voilà. Ouais. Donc, là, on voit l'anneau VNA. Voilà. Et donc, ce que je vais faire, en fait, c'est que, donc, pour rentrer dans le menu, on appuie n'importe où sur l'écran au départ. Et ensuite, comme vous voyez sur le document en même temps, je vais aller dans dans Calibrate, et ensuite je vais brancher le premier outil. Donc, on va d'abord brancher le circuit ouvert. Donc c'est celui-là. Vous voyez comme vous voyez voir, c'est tout petit. Et en fait, au centre, voilà, il n'y a pas de pinouille. Donc c'est bien celui-là qu'il faut prendre. Donc attention, moment très satisfaisant, je vais visser cet outil. Voilà. Une fois que j'ai bien vissé, voilà, démontré, il y a un peu de reflet encore. Mais voilà, en gros, là, il y a un, même si vous voyez pas, là, les trucs en blanc, c'est le fameux panel de menu, c'est exactement le même que sur la slide. Et donc, il y a Open, Short, Load, exactement dans le même ordre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur Open. Et donc, ça, voilà, là, c'est bon, ça c'est calibré. Parce que la courbe a changé. Maintenant que j'ai fait ça, je fais la même opération pour les deux autres. Donc, je vais prendre le Short, donc le Short, le circuit ouvert, le circuit fermé, pardon, c'est moi qui l'ai entendu. Et donc le circuit ouvert, voilà, c'est celui-là, et normalement, de celui-là, voilà, il y a une pinouille à l'intérieur. Et donc on voit qu'il est bien relié, tout est bien relié, donc c'est bien le circuit, c'est bien celui qui nous intéresse. Moment satisfaisant épisode 2. Hop là. Et donc pareil, là on voit que il y a une icône qui est devenue verte, c'est l'icône short, et donc c'est l'icône sur laquelle je vais cliquer, parce que il a compris que j'ai calibré le open juste avant. Donc je vais cliquer sur short. Tac. Voilà, c'est fait. Et il en reste un dernier, le load. Donc le load, c'est une charge non rayonnante sur le contrôle. Et donc c'est celle qui est fournie avec le kit, elle ressemble à ça. Voilà, la fiche, elle est argentée. Enfin, voilà. Et il y a un bout derrière, comme ça, doré. Donc vous pouvez pas vous tromper. Je sais que sur certains modèles, il y a écrit 50 ohms dans un coin. Mais voilà, sur celui-là, c'est vraiment, le bout doré et la fiche argentée. Voilà. Dernier moment satisfaisant de la journée, je vais juste me charger. Voilà. Et là, comme tout à l'heure, il me dit load en vert. Ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur load. Et hop, voilà. Après, il y a d'autres options. Donc, ça, c'est quand on veut faire des calibrations un peu plus poussées. Donc, c'est dans les menus, comme vous pouvez voir sur la slide, c'est either end, through et through. Et en fait, les deux, c'est quand on branche, quand on branche un câble. Donc, ça, c'est bien quand on veut faire des analyses d'antenne, genre, HF, avec des longueurs de câble et tout. Et ça permet à l'appareil de savoir qu'est-ce qu'un câble, en fait. Et donc, de bien pouvoir se calibrer. Mais nous, là, en fait, dans notre petite expérience qu'on va faire, on va faire une test, en fait, sur des antennes de perspective. Donc, du coup, c'est pas des options qui vont nous intéresser. Donc voilà, maintenant que j'ai fait ma calibration, j'ai fait back, qui est tout en bas, donc pour revenir au menu d'avant, je vais aller dans
Je vais revenir vite fait sur le PDF, voilà. Euh, donc là, dans l'arborescence de menu, maintenant que je suis là, je reviens au menu d'avant et je vais aller dans Save, qui est juste là, et je vais cliquer sur Save 0 pour créer ma première sauvegarde de calibration. Voilà, je vais faire ça, je vais revenir. De toute façon, normalement, vous me voyez bien sur le caméra. Donc voilà, je suis revenu. Je suis revenu en fait dans cet onglet qui est là. Donc là, vous voyez, enfin, vous voyez d'autres menus qui sont dessus. Donc il y a Calibrate, Save, Reset et Correction. Donc je vais cliquer sur Save et sur Save 0. Voilà. Donc maintenant ma configuration de calibrage est enregistrée. Et on va pouvoir commencer à faire des trucs sympas. Voilà. Donc très important hein, l'étape de calibrage, exactement avec les trois éléments que vous avez sur cette slide. Et donc maintenant, ce que je propose de faire, c'est quelques petites analyses. Voilà. Donc là, j'ai mis deux captures d'écran vite fait sur la slide pour montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Et donc au milieu, vous voyez, vous avez un cercle, c'est le cercle humain. Donc en fait, ça permet de savoir en mettant vos courbes, de savoir si à quel moment ça peut passer par symptôme par exemple. En fait, on a deux graphiques en un. Alors, donc moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est que dans ma configuration, donc dans le PDF, j'ai écrit que si vous voulez enregistrer votre propre configuration de tout le système, il y a moyen en allant juste dans les premiers menus. Donc c'est là, en fait, il suffit juste d'aller dans Config et dans Save. Et automatiquement, il va enregistrer, par exemple, des courbes que vous voulez afficher, des courbes que vous voulez pas afficher. Parce que moi, ce que j'ai fait pour me simplifier la vie, parce que il y a plein de, je vous avoue qu'il y a plein de mesures que je comprends pas. La mesure de phase, je sais pas trop ce que c'est, je m'en sers pas. Moi, ce qui va vraiment me servir, c'est le logmag et le ROS. Parce que là, est-ce que tout le monde connaît le ROS? Ou est-ce que j'ai besoin de l'expliquer? Ok, mais je vais l'expliquer quand même. En gros, le ROS, ça veut dire le rapport non stationnaire. Et en fait, c'est un indicateur qui va nous permettre de savoir, qui va nous permettre de connaître en fait la tension transmise par rapport à la tension réfléchie. Et donc en fait, ça va nous donner un rapport sur en fonction de la fréquence, si notre antenne est bien accordée et que en fait ben il y a pas de on n'a pas de retour RF dans le poste. Voilà. Donc le meilleur rapport en fait, il se trouve entre à peu près 1 et 1,5. Généralement c'est un petit peu dessus ça va. Mais voilà, il y a des si le rapport non stationnaire commence à dépasser 2, il faut se méfier. Ça peut vraiment faire des dommages sévères aux postes qui ont mené trop longtemps comme ça. Voilà. Ils sont à faire. Je sais pas si ma caméra est toujours active, j'espère que oui. Mais donc moi, ce que j'ai fait sur ma configuration, c'est que j'ai laissé un affichage 3 courbes. Donc le rapport non stationnaire qui est en jaune, comme sur celui qui est là, c'est au lieu de mettre le logmag, j'ai mis le rapport non stationnaire. J'ai laissé en vert exactement la même chose, le graphe 6, qui va me permettre de savoir si à quel moment ça passe pour symptôme. Et j'ai laissé le logmag que vous voyez là, je l'ai juste mis en channel 3, en channel 1 et en bleu, voilà, comme c'était là. Donc, du coup, j'ai pas la courbe de phase, moi, qui s'affiche. Voilà, je sais pas si vous voyez à peu près. Au moins les courbes, bon, je sais qu'il y a pas mal de courbes. Voilà. Donc, je sais pas si vous voyez, mais il y a bien 3 courbes. Non? Bon. Je suppose qu'on tout va bien. Donc voilà, il y a bien 3 courbes. Et donc, du coup, voilà, moi, mon réglage, c'était ça, j'ai mis le ROS en jaune. Donc, la courbe du ROS, le ROS, hein, le rapport non stationnaire, c'est vraiment la courbe jaune qui va nous intéresser. Donc, ce que je propose de faire, c'est de démystifier une antenne qu'on connaît tous. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Borrowcave? Je suppose que oui. Donc, voilà. Juste en complément de ce que dit Jules, ouais. il y a le graphique aussi qu'on appelle la bague de Smith,
ça va plus vous intéresser si vous avez besoin de rajouter des composants pour régler une antenne, c'est-à-dire des bobines ou des condensateurs. Et donc à partir de ce graphique, alors ça va faire l'objet d'un cours, un de ces soirs. Donc parce que j'ai trouvé un petit site qui permet de calculer les valeurs des bobines et des condensateurs à ajouter en série ou en parallèle pour arriver à accorder parfaitement une antenne non accordée à la base. Voilà. Donc, et du coup, le but de la courbe de Smith, c'est de voir en fait si ça passe par 50 ohms, ça fait plus. Voilà, alors ça passe par 50 ohms, mais c'est surtout pour après voir quel composant permet de ramener à 50 ohms. Et ça, oui. ça se devient un peu plus intéressant. Voilà, et ça fera l'objet d'un cours. C'est sur le chapitre sur les adaptations, donc c'est le chapitre 10. Alors je ne sais pas quand est-ce qu'on ça sera, parce que ça sera normalement la fin du confinement, et donc je ne sais pas trop comment on va faire les cours par la suite. Voilà. Donc petit aparté, je repasse la parole à Jules. Ok. Ok, super Jean-Luc. En tout cas, maintenant, je me souvenais pas de ce cours. Donc au moins, j'ai regardé. Voilà. Je reprends. Donc du coup, j'imagine que vous savez tous ce que c'est que ça. Voilà. C'est un Baofeng. C'est à la mode, mais voilà ce qu'on fait. Et on a tous eu une antenne fournie avec. C'est mon terrible. Je vais voir si je la retrouve. J'espère que je l'ai compris. Comme vous l'avez fourni avec, tout ce qui était fini, tout ça. Ouais. Bah, sur le coup, je la retrouve pas. Sur le coup, je la retrouve pas, mais en gros, je sais pas si vous voyez le Baofeng GT3, mais en fait, fourni avec, il n'y avait pas ça. Il y avait un espèce de, enfin, ça avait l'air de tout sauf une antenne. En gros, le fil, il était épais, il était épais, enfin, il était épais comme ça, quoi. Genre, c'est, c'est un truc qui pouvait casser, quoi, direct. Et c'était pas très long. Donc, ça avait pas l'air vraiment d'un truc de ouf. Et donc, qu'est-ce qu'on se dit dans ces moments-là? Toute personne, normalement constituée en 2020, qui achète un Baofeng V5R ou autre chose, va se diriger vers une antenne en aftermarket. Parce que, effectivement, ça va mieux marcher que celle d'origine. Et dans 95% des cas, on va se diriger vers cette antenne-là. Je sais pas si vous arrivez à lire, mais on reconnaît bien Nagoya NA771. Voilà. Vous connaissez, donc je pense que la plupart des gens ici connaissent bien cette antenne. Voilà. Et donc, ce qui va être très intéressant avec notre Nano VNA ici, c'est qu'on va pouvoir le tester dans des conditions réelles. C'est-à-dire qu'en fait, je vais pouvoir tenir mon Nano VNA comme si je tenais mon Baofeng. Et donc, du coup, on va pouvoir voir en temps réel, vraiment ce que peut donner cette antenne. Donc, la première chose que je vais faire, je vais revenir sur le PDF, je sais plus si j'avais mis des choses en plus, voilà. Donc là, si on revient sur le PDF, on va voir, donc, on va tester plusieurs antennes que j'ai à ma disposition. Donc on va d'abord tester celle que tout le monde attend, le résultat que tout le monde attend, qui est la 771. Voilà. Peu importe, hein, quand je dis Nagoya 771 ou quoi, ça peut être n'importe quelle antenne qui peut être n'importe quelle marque, mais vous voyez très bien cette antenne qui s'appelle 771. Voilà. Que ce soit une copie ou pas, ça reste une antenne. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais un adaptateur qui va me permettre de le brancher directement sur le réseau VNA. Et avant ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va régler la bande de fréquence souhaitée. Donc, en théorie, cette antenne, je vous la remontre, mais je pense pas que ça va être visible. En théorie, cette antenne, elle est bibande. Il y a écrit 144-430. Voilà. Donc, et je me souviens que là, j'avais mis un cache, là ici sur la fiche, mais il y avait écrit 136-74/400-470. Donc, on va vérifier ça. Donc, en tout cas,
on est en VHF, UHF, donc on connaît la bande de fréquence qu'on veut utiliser. Et c'est la première chose qu'on va rentrer dans notre manuel 44. Ce que je vais faire, c'est que je vais revenir sur notre PDF et revenir sur l'arborescence de menu. Voilà. Pour voir comment on fait ça. Et je me souviens comment on fait ça. J'avais mis un cache. On va aller dans, là, ici sur la fiche. Depuis le menu, on va aller dans le menu Stimulus, qui est juste à l'image 400, 470. Hop, moi je vais revenir. Vous avez vu, on va aller dans Stimulus. On est en VHF, UHF. Et on va cliquer sur Start. Voilà. Et en fait, on va rentrer enfin, on va définir la fréquence, la fréquence au début sur donc, j'appuie sur Start. Voilà. Et je me suis commandé ça, j'avais mis un cache. On va aller dans, là, ici sur la fiche. Depuis le menu, on va aller et là, vous voyez, il y a un clavier numérique qui est apparu. Et donc, du coup, on va rentrer la fréquence, la fréquence approximative qui pourrait définir le début de notre domaine d'étude. Donc, comme ça dit 136, 174, je vais mettre 136 au départ, 136 MHz. Donc, je fais 1, 3, 6. Et je vais appuyer sur le grand M. Voilà. Quand j'appuie sur le grand M, ça va continuer. Voilà. Hop, au départ, 136 MHz. Et donc, ensuite, je reviens dans ce menu. Donc, hop, stimulus. Je vais dans stop. Et là, je détermine la fréquence de fin. Donc, sur l'antenne, ils disent 470. Mais, perso, je vais pas trop utiliser mon bokeh sur 470. Donc, je vais plutôt l'arrêter à 450 MHz. Voilà, donc je vais mettre 400, et je vais faire un carré. J'ai rentré 450, et je vais appuyer sur On. Voilà. Donc là, on a notre domaine d'étude. Donc, on voit pas très bien sur l'écran, mais tout en bas, il y a écrit Start 136 MHz et Stop 450 MHz. Voilà. Et donc, la courbe jaune est droite, pour le moment, parce que j'ai pas encore mis d'antenne. Donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Et je pense que vous allez être surpris. Je vais vous montrer le suivant numéro 4, et je vais visser le détecteur. Donc, suivant numéro 5, je vais visser notre chère antenne. Et c'est parti. Regardons les résultats. Voilà. Alors, je vais regarder déjà moi-même ce que ça donne. Ouais. Alors, je suis surpris, hein. Mais pas agréablement. Alors, donc voilà, comme je l'ai montré tout à l'heure, là j'ai une petite molette. Et avec cette molette, je vais déplacer mon marqueur de fréquence. Et donc là, je vais vous montrer déjà, sans rapprocher ma tête, ce que donne l'analyse. Voilà. Donc vous pouvez voir la courbe jaune. Donc plus la courbe jaune est en bas, plus le ROS est proche de 1. Voilà. Et elle est quadrillée par unité, je crois. Donc vous voyez que ça a pas une super, c'est pas joli. Et j'ai encore oublié que la courbe de Schmitt, voilà. Je crois que ça passe pas par 50 ohms. Ouais, c'est bon, ça passe pas par là. Voilà, donc en utilisant la petite molette, là, je vais déplacer mon curseur sur notre fréquence préférée. Ton antenne est complètement capacitive, là. Ah oui. Mais t'as vu? C'est incroyable. Et du coup, avec le curseur, je vais me diriger sur notre fréquence préférée, qui est 244. Hop, voilà. Là, je suis sur 144, 575. Et on dirait que là, tout de suite, le ROS, il est, oh la vache, il est de 4,76. Donc, je vais traduire en français. Si vous émettez sur 144, 575 avec cette antenne, vous grillez votre Baofeng en 10 minutes. Voilà. Enfin, faites attention quand même. Mais là, voilà, quand je le tenais comme ça. Faut pas oublier que c'est une antenne de portative. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme si j'avais le portatif dans la main et je vais le mettre comme ça. Et donc là, on voit que ça change. Là, ouais, là, le ROS a baissé quand même. Et là, le ROS est passé de 4. Il est passé de 4 à 1,8. Donc ça a bien changé. Voilà. Donc, il faut bien faire attention à ça. Quoique là, il est remonté. Là, il est remonté à 3,60. Là, une chose est sûre, le ROS est descendu en faisant ça. Donc ça prouve quand même que
le corps a quand même une influence sur les antennes. Parce qu'en général, les antennes de portatifs, c'est des antennes genre carbone. Donc, faut que le reste du brin soit virtuellement reconstruit pour quelque chose. Je trouve que la taille de l'humain, est parfaite pour ça. Voilà, donc c'est pour ça que quand je m'approche, Si tu veux pas griller ton TX, tu grilles ton cerveau. exactement, t'as tout compris. Soit tu grilles ton TX, soit tu grilles ton cerveau. Choisir. Donc, mais on voit bien que quand je m'approche, en tout cas, enfin moi je vois, du coup vous voyez pas, mais je vois bien que le rose diminue en tout cas. Et en général, on n'est pas collé comme ça non plus, on est à une certaine distance. Mais même avec ces certaines distances, on a quand même, ça diminue un petit peu. Voilà, je vous remonte le schéma en question. Voilà. Et je vais déplacer mon curseur dans la partie où il y a le moins de ROS, parce que je suis bien curieux de voir ce que ça donne. Et le ROS le plus bas, il est à 1,25 sur 186 mégas. Je vous laisse imaginer ce que ça fait. Qu'est-ce que vous allez faire sur 186 mégas? Bah, rien. Enfin, ça va pas me servir. Voilà. Et quand je me mets en position portative, je le tiens, et ben, là, c'est remonté à 2,03. Oh, elle est vachement bizarre, cette antenne, Jean-Luc. Elle est vachement bizarre. Donc voilà. Quand je la tiens horizontalement, ça marche super bien sur 186. Aïe. Ça marche super bien sur 186. Mais par contre, quand je me tiens comme ça, là, le point se décale vachement. Voilà. Donc ça, c'est pour la VHF. Maintenant, en UHF. Donc on va aller regarder. Donc, je vous montre le schéma. Donc nous, on va aller étudier ce qui se passe vers 430 mégas. Donc on va se décaler avec le curseur dans la bonne direction. Voilà. Après, j'utilise la molette. Et nous, c'est le curseur jaune qui nous intéresse. Je vais aller la partie là où la partie la plus basse et je vais regarder la fréquence. Donc la partie la plus basse, quand je la tiens comme ça, la partie la plus basse se situe aux alentours des 430 mégas. Donc c'est plutôt bon signe, la chef. Et le ROS est de 2,2. Voilà. Donc c'est pas une valeur ouf, mais c'est pas non plus ultra dangereux pour un baophone. Voilà. Et j'ai pas plus bas manifestement. En tout cas, c'est assez largement, ça reste constant, genre vers entre 2 et 2,2, entre 430 et 440. Donc ça, c'est plutôt ok. Et quand je me mets en mode portatif, ah bah bizarrement, le ROS augmente. Et il est au plus faible à, ah bah c'est bien marrant ça. Et ça, vous allez vous marrer. Quand je suis comme ça, en UHF, j'ai un ROS excellent qui est de 1,5, 1,56, 1,57, ça varie. Ah, bon, oula, j'ai rien dit, hein. C'est un peu remonté. Mais voilà, en gros, c'est le ROS le plus bas que j'ai, ça varie entre 1,5 et 2,0. Mais là, c'est parce que je bouge beaucoup aussi. Et bizarrement, c'est sur 446 mégas. Donc quand je me tiens comme ça, je peux faire du PMR. Voilà. Je peux faire du PMR sans me griller le cerveau trop et sans griller trop mon baophone. Mais vous voyez, encore une fois, on est largement au-dessus des 1,5. Largement. Oui, parce que ça reste, voilà. Donc, conclusion. 6 mégas, c'est quand même limité à 100 milliwatts. Ouais, donc, don't try this at home, okay? Very dangerous. Voilà. Ne faites pas ça. Ne mettez pas sur 446, c'est interdit. Bon, voilà, on sait tout ce qui se passe dans la réalité. Mais voilà. Bizarrement, ça marche très bien sur 446. Enfin, très bien. Je vais rectifier. Ça marche pas trop mal. Et sinon, c'est vraiment pourri. Et comme disait Jean-Luc, on dirait qu'elle a un rôle vachement capacitif. Voilà, donc, conclusion que je peux apporter à cette antenne, c'est une daube. Voilà, n'achetez pas ça. Clairement, c'est pourri. Voilà. Donc tu vois, la NA 771, j'hésite à la mettre à la poubelle.
Et pour le moment, je vais la garder sur mon Baofeng parce que pour recevoir, ça me suffit largement. Vraiment, voilà. Je reviens sur ma dernière slide. Voilà. Donc la prochaine antenne qu'on va tester, je vais y aller un peu plus vite. C'est celle de ce portatif-là. Voilà, qui est un portatif VHF, UHF, DMR, numérique. Le Radionity G217, qui coûte légèrement plus cher qu'un Baofeng, mais franchement, enfin, j'ai trouvé que ça vaut le coup. Depuis que je l'ai, je l'adore. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite tester son antenne. Et j'ai eu des retours comme déjà comme quoi sur comme quoi les antennes de chez Radionity et de chez Ritevis, les antennes d'origine se comportent pas trop mal. Pas vraiment satisfaisant comme ici. Et donc je vais vous montrer le graphique. Donc, déjà comme ça. Alors, j'espère qu'il y a pas trop de choses sur Discord. Ah, voilà. Là déjà, ça a l'air un peu meilleur. Ouais, ça a l'air bien meilleur. En VHF, ça a l'air, enfin en UHF, ça a l'air super, et en VHF, ça a l'air pas mal. Voilà. Donc on va vérifier tout de suite le ROS sur notre VHF sur notre flex préféré. Sur 44 615, c'est un petit peu de molette. Et hop là. Donc sur 145 420, à peu près. Moi je tiens l'appareil comme ça. Alors, voilà. Alors sur 145 420, j'ai un ROS de 2,41 en me tenant comme ça. Et en me tenant comme ça, oh la vache! En me tenant à la verticale, il a baissé de ouf. Là, je suis à 1,3. Je suis à 1,3 sur 145 500. Voilà. Je suis à 1,3 de ROS, donc c'est très bon. Très bon. Et quand je m'approche, eh ben je suis à 1,27. Voilà. Donc comme quoi, vous voyez, c'est beaucoup mieux que ce que me disait la NF 761 avec l'antenne d'origine de ce. Voilà. Et maintenant, on va vérifier en UHF. Voilà, donc sur le 430, 431, 160, voilà. Là, en me tenant comme ça, j'ai un ROS de 1,2. Voilà. Et le ROS le plus bas, il est à 1,15 et il est sur 437, 440 pour le moment quand je me tiens comme ça. Jules, on voit plus ta caméra. Hein. Ah, vous voyez plus ma caméra? Moi, je sais pas, moi, je vois que ça tourne toujours. Donc, bon. Je vais la remettre. Bouge pas. Voilà. Je l'ai remise normalement, ça devrait marcher. Voilà. Donc, en UHF, j'ai un ROS qui est extrêmement correct. Là, je suis sur la bande des 430 et de 430 à 440, ça baisse même. De 430 à 440, on voit sur la courbe qu'on a une baisse de ROS. Et la valeur minimale que j'ai, c'est 1,04. 1,04 sur 437 400. Voilà. Donc c'est hyper correct. Franchement, c'est très très bien. Voilà. Donc franchement, ça n'a rien à voir. En me tenant comme ça, vite fait. 1,01. Excellent. Excellent cette antenne. Ah ouais, la vache. Ouais, non, rien à voir. Voilà. Donc, même en me rapprochant, bon, ça varie pas trop parce que j'imagine que ça peut pas descendre plus. Voilà. Ok. Bah, qu'est-ce que je peux dire sur cette antenne? Voilà. Donc, c'est l'antenne d'origine du GD77, hein, qui est indiquée, je vais très vite fait ça à la caméra. Pas grand chose. Elle est indiquée pour 144 430. Voilà. Donc, en vrai, c'est une antenne d'origine qui est très bien conçue. Voilà. Ça, c'était pour la deuxième antenne. Maintenant, on passe à la troisième, qui est antenne, cette fois, de notre ici.
J'ai ici un Kenwood NX220, qui est un Kenwood VHF professionnel, qui fonctionne très très bien, hein, parce que c'est du matériel de pro. Et donc, comme c'est du matériel de pro, ça aussi c'est l'antenne d'origine de chez Kenwood, qui pareil, est indiquée en bibande. Celle-là, 144, 430 aussi. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais l'essayer tout de suite. Et on va voir si il y a une différence entre les antennes des fabricants chinois et les antennes de chez les pros. Voilà. Donc le problème, c'est que j'ai aussi des Motorola, mais comme les fiches sont un petit peu bizarres, c'est des fiches constructeurs, je peux pas les tester. Mais je pense que tester les antennes des Motorola, ça aurait été aussi un bon truc. Oh la vache! Oh la vache! Ah, je vous montre la courbe, hein. Voilà. Alors ça, c'est juste incroyable. Attendez, j'enlève juste mon doigt, j'ai juste mes doigts de l'antenne. Voilà. Alors ça, c'est un truc de vous. Ça, c'est sélectif de. Il y a des points qui touchent zéro. J'en crois pas mes yeux. Donc on va voir sur quel point là je suis en UHF. En UHF, j'ai un ROS de 1,1 aux alentours de 400 mégas. Et quand je me tiens à la verticale, ça change et ça passe à 430 mégas. 430 mégas. Voilà, mais je pense que comme c'est une antenne qui est de base, à mon avis, faite pour les pros, peut-être ça marche sur les bandes amateurs. Là, si je me déplace et que je me mets par exemple sur 430, voilà, j'ai un ROS qui est pas. Ouais, Jules, je te confirme, hein, il y a un problème avec ta caméra. Ah oui? Pourtant, je sais pas, est-ce qu'il y a d'autres gens qui voient pas ma caméra? Parce que sinon, je trouve Ouais, moi aussi, je vois pas. À mon avis, t'as pas assez de débit, essaie de couper ton direct. Ouais, mais ouais, je pense que, attends, je vais réinitialiser le direct. Je ne vois rien également. Bonjour à tous. Okay. Salut, Philippe. Moi aussi, je vois rien du tout. Mais attends, je vais réinitialiser le stream. Je vais arrêter tout ça. Réinitialise pas, moi je l'ai remis en route de mon côté. Ouais. Ok. Donc le stream, il marche parfaitement avec mon système là. Ah bah super. Génial. Ok, alors, du coup, je vais juste mettre la caméra. Voilà, j'ai juste mis la caméra, j'ai pas mis le stream, je sais pas si vous voyez bien. Mais voilà, en tout cas, je suis bien surpris des résultats que ça m'affiche ici. On a des très bons résultats, peut-être pas sur les bandes amateurs, mais on ne voit pas. Hein. Tu vois pas? Parce que pourtant, moi, là, ouais, ça charge dans le vide. Ah, ça charge dans le vide. C'est chelou. Hein. Parce que moi, exact. Moi, j'ai mon photo. C'est bon. Shit. Sorry, guys. Aussi, on peut juste tout ça. Voilà. Je vais réfléchir un petit coup, étant donné que je vais pas. Ok. Voilà. Donc, les suites de retour. Et, caméra. Voilà, la caméra fonctionne apparemment. Alors moi, je vois mon retour, ça finit de charger. Ça charge. Ça charge. Continue de charger, moi aussi. Pareil. Bon, bah, ouais, pareil ici. Bah, je vais mettre je vais partager l'écran Discord. Comme ça. Donc là. Mais c'est chelou. Voilà. Ça va. Voilà, ça par contre, ça marche. Ouais, ça marche. Ok, parfait. Donc du coup, sur l'antenne là du Kenwood, ça va laguer, donc je vais rester un petit peu plus de temps sur dessus. Donc la courbe jaune là, franchement, elle fait on voit direct que c'est une bibande. Ça
ça se voit direct. Voilà. Et donc, elle avait un ROS très, très correct sur 300 mégas en UHF. Et en VHF, si je descends au plus bas, le ROS est à 1,12 sur 160 mégas. Donc ça coïncide avec la VHF marine. Donc, enfin en tout cas c'est l'ordre de grandeur. Donc là le ROS est très correct. Et si je vais sur 144, j'ai un ROS qui est de 2. Donc pour les bandes amateurs, c'est pas une antenne qui est ouf. Par contre, c'est une antenne qui est très très bien pour la VHF marine, parce que entre 156 et 161, on a un ROS qui varie de 1 à 1,5. Donc ça c'est un très très bon point, parce que j'ai pas précisé, mais ça c'est un Kenwood NX220, donc c'est uniquement VHF. Voilà. Donc dedans, il me semble que j'avais mis justement je m'en sers pour VHF marine. Donc, voilà. Donc en tout cas, VHF, très très bon résultat, en UHF aussi, mais sur la partie 400 mégas haute, enfin pas la partie haute justement, jusqu'à entre 380 et 400 mégas du coup. Je sais pas qui utilise ça, mais en tout cas, très très bon résultat pour la VHF marine, cette antenne. Voilà. Ok, ensuite. Une question. Ouais, Philippe. Est-ce que par hasard le contrepoids que représente le portatif ne change pas la fréquence de résonance de ton antenne? Alors si, justement, c'est pour ça que c'est très pratique, parce que quand tu prends en fait là je l'avais posé sur la table, j'avais un résultat, et quand je prends le nano VNA dans ma main, ça il y a un effet qui fait que ça dérive en fréquence un petit peu. Et quand je me mets vraiment dans la position du portable, la position qu'on va tenir le plus en fait, là aussi ça bouge. Donc en vrai ça c'est un outil, enfin teste des antennes de portable avec en fait, c'est méga pratique. Et avec le casque aussi, non? Avec le casque. Ouais, si tu rapproches du casque. Oui, surtout. Ah ouais. Ton casque audio. Ouais, en vrai, je peux faire passer le fil. Je peux faire passer le fil autour, mais ça a pas le casque a pas vraiment d'influence. Hein. C'est pas un casque Bluetooth. Hein. C'est du câble. Hein. Ouais, mais il y a un peu de métal, non? Bah non, là c'est du plastique. Ah d'accord. Tout ça c'est du plastique. Il y a pas de métal sur mon casque. Ouais, ce qui serait intéressant sur ton VNA, c'est que sur la partie extérieure du connecteur, j'ai pas vu ce que c'était, si c'est un CMA ou une BNC, c'est peut-être de mettre un bout de fil qui est de longueur qui correspond à un quart d'onde sur la fréquence que tu penses pouvoir tester et voir ce que ça donne. Ouais, bah ça peut être ça peut être un test assez intéressant. Donc, je sais pas si t'as vu sur la slide, bah attends, je vais revenir dessus vite fait, là, elle est juste là. Tac. Ouais, comme ils sont cachés, on les voit pas. C'est pour ça. Et du coup, attends, je vais revenir sur la caméra, ça va être plus simple. Bah, si t'as un port USB, déjà, ce que tu pourrais essayer de faire, qui est tout bête, si t'as un bout de câble USB qui traîne, tu le branches sur le port USB, tu branches rien au bout, puis tu regardes déjà ce qui se passe. C'est vrai, ça. Mais voilà, en fait, je regarde, c'est les deux ports, c'est du SMA. Ah oui, ok. C'est du SMA, et c'est pour ça que tout à l'heure, quand j'ai pris pour la calibration, là, les Open Short Load, bah, c'est pareil. Hein. C'est du SMA, donc c'est des trucs qui sont tout petits. Oui, non, tout à fait. Non, mais ce que je disais simplement, c'est que le problème de mesure de ce type d'antenne sur un analyseur, moi j'ai pas ce truc-là, j'ai un A600, mais c'est pareil. Je veux dire, la mesure que tu prends sur la A600, à mon avis, en conditions réelles, ne correspond pas du tout à la mesure quand tu l'as sur un portatif. Et en plus, ça peut varier suivant le type de portatif, en fonction de la partie métallique qui est dans le portatif, et si en le tenant, tu touches physiquement la masse. Ouais, tu vois.
fait, il y a Donc, ça, en fait, il y a ça plein de... donne une information, mais je suis pas persuadé que sur des antennes de portatif, ce soit quelque chose de fiable. Ouais, tu penses qu'en fait, c'est quand tu le branches sur le portatif, après, t'as plein de variables. Bah, t'as plein de variables. Bah après, ça, c'est justement, c'est ce que je disais, enfin, sur les antennes de portatif, ça donne quand même une bonne indication, hein. Enfin, je veux dire, ok, peut-être que la mesure du ROS sera pas à ça près, mais, enfin, la dérivation en fréquence, elle est, tu vois, enfin, elle est pas énorme, elle va pas être énorme non plus, à mon avis. Mais c'est vrai que il faut peut-être prendre en compte la longueur du châssis du portatif avec. Bah, en fait, Et la longueur, et en fait, ta longueur aussi. quand oui, t'es dessus. ça c'est une inconnue. En fait, ce qu'il faudrait faire sur ces antennes quasiment, c'est les fixer sur un plan de sol, enfin sur des éléments qui sont raccordés à la masse qui correspondent aux deux quarts d'onde des deux fréquences UHF, VHF, et de voir ce qui se passe au niveau de l'accord. Mais là, le problème, c'est que il n'y a pas de il n'y a pas de quart d'onde sur la masse, il n'y a rien, il n'y a pas de plan de sol, il n'y a rien du tout. À mon avis, je pense que ces appareils donnent une bonne information pour une antenne de fixe. Et encore, tout dépend de ce qu'il y a comme coaxial et la longueur du coaxial. Parce qu'après, ça devient n'importe quoi. Il faudrait la mesurer au pied de l'antenne. Mais sur des portatifs, à mon avis, ça donne quelque chose, mais je suis pas si persuadé que ça corresponde à la réalité du terrain quand tu le mets sur le... Ouais, bah ouais, non, mais je pense, mais c'est pour ça, enfin, Ouais, totalement d'accord avec ça va pas être ça va pas être fiable à 100%, parce que déjà en portable, comme tu bouges beaucoup, tu vas avoir tonnes de variables qui vont se foutre dedans. Bah, de toute façon, quand on est en portable, il suffit de voir même simplement quand on est en contact avec quelqu'un. C'est GPU qui m'avait proposé l'idée. En fait, ce qui est bien, c'est que comme c'est des tiges fuitées, tu peux régler ton ROS en fait en changeant la hauteur, en changeant la hauteur des écrous. Ce qui est très bien. Et donc là j'ai sorti un analyseur, c'est la première fois que j'ai testé cette antenne pour le coup. Et là, je vois des trucs qui sont pas ouf. Enfin, je sais que vous montrez l'écran. C'est pas mal de reflets. Voilà, la courbe jaune. Donc on voit là au début, c'est pas ouf, mais plus on s'éloigne en fréquence, plus on s'approche de 450 mégas, plus ça baisse. Voilà. Alors, je pense que ma main, par exemple, a aussi une influence. Voilà, là j'approche ma main. Là, je mets ma main au-dessus du connecteur. Hop. Voilà, ça a un petit peu une influence aussi. Ouais, Et voilà. Sur le ROS, mais ça ne change pas la partie accord, en tout cas. Ouais. Ça, j'avais bien remarqué. Ok, du coup, en VHF, on laisse tomber. Le minimum, c'est 3. Donc hop, on zappe. Et nous, on va aller voir tout en bas. Et donc, on va aller sur une fréquence qui nous intéresse, qui est le 430. Voilà, donc 431, 160. Et là, j'ai un excellent, oui, il est excellent, celui-là. J'ai 1,59 de ROS sur 431. Et ça continue en baissant. Donc c'est parfait, en fait. De 430 à 439, ça baisse. Et donc, si je vais en limite, par exemple, voilà, à 440, j'ai un ROS de 1,3. Donc c'est très très bon. C'est très très bien. Et je pense que en réglant un petit peu la hauteur des écrous, je vais remontrer la slide, je pense qu'on les voit mieux. En réglant la hauteur des écrous qui sont là, je pense qu'il y a moyen de modifier de modifier un petit peu la fréquence où on peut avoir le ROS optimal. Je pense que c'est très très bien. Ah la vache. Ah ouais, bah, ouais, hein, le ROS descend, sur mon truc, il peut descendre jusqu'à 1,2. Donc c'est très correct. Donc je pense que si je veux bien l'accorder sur le 430 au milieu, ben je pense que j'ai juste à modifier la hauteur du écrou. En tout cas, l'antenne est bien large bande, parce que comme on voit sur la caméra, là par exemple, là, je me suis placé à 430. Là je me place là où je place mon curseur là où le ROS est à peu près à 2.
il est influencé parce que ça rayonne, hein, l'antenne elle rayonne. Hein. Et donc ça doit rentrer dans le câble USB, ça doit faire un caca à boudin là-dedans. Et en fait, l'antenne, du coup, mon antenne, elle était plus accordée, alors que 30 secondes avant, elle était bien accordée. J'ai retiré le câble USB et hop, là, j'ai retrouvé les mêmes valeurs que j'avais auparavant. Bah ouais. Hein. Bah... Mais bon, on peut pas demander. Il y a des sites américains, faut pas les nommer, hein, où ils ont fait des comparaisons, mais on peut pas comparer un truc qui coûte 50 € avec un truc qui en coûte, parce que les VNA professionnels, moi j'en ai utilisé au boulot, hein, c'est 100 fois le prix, hein. Celui que tu as à ton école, c'est à peu près. Bah, il doit être 100 fois le prix, hein, clairement. C'est ce que ça coûtait quand c'était neuf, il y a une quarantaine d'années. Voilà. Ouais. Donc c'est pareil, hein, les analyseurs de spectre, il y a des petits analyseurs de spectre comme on nous a présenté là au Radio Club, qui coûtent une 60aine d'euros. Bon, on peut pas les comparer, faut pas les comparer non plus à un système qui coûte, si on regarde les systèmes Lecroy ou je ne sais quoi, ça coûte 100 fois ou plus de 100 fois le prix. Hein, donc, et je pense que pour 50 €, ça donne une bonne approche. Oui, puis on n'est pas volé en rapport prestation-prix. Oui, voilà, c'est ça. Oui, clairement. Ouais. Moi, je l'aime bien ce petit cheveu quand même. Voilà. Même si après, voilà. Enfin, moi justement, moi, je pense que ça va me servir. Enfin, surtout pendant cette période, je pense que je vais bien m'amuser avec. Voilà. Bon. C'était bien. C'était nickel tout ça. C'est super. Le président est content. Alors. Il faut toujours se rappeler qu'une antenne de ce type-là, il n'est que la moitié d'une dipôle. Ça veut dire que toutes les autres parties inférieures, c'est l'autre partie de dipôle. Alors, tout ce qu'on touche, ça influence sur les qualités de l'antenne. On ne peut pas tester des antennes de ce type-là dans ces conditions-là. C'est pas compatible. Oui, c'est tout à fait vrai, mais la problématique, c'est qu'en usage également réel sur un portatif et quelqu'un qui se déplace et qui bouge avec distance de poste, c'est pareil, c'est un usage qui n'est pas compatible avec une démarche vraiment logique et scientifique en fait. Oui, tu as raison, c'est fonction de l'appareil, fonction comme tu le tiens dans la main. Est-ce que tu as une gain, sans gain? Est-ce que tu touches la masse de transceiver vraiment ou que le plastique? Toutes ces choses-là, ils rentrent en compte. Bien sûr que tu as des réponses pas bonnes. D'ailleurs, Jules, pour ton il y a un truc amusant à faire, si tu as quelques minutes à perdre, ça coûte pas cher, c'est pas compliqué. Quand tu as un portatif, demande un report à quelqu'un distant, ne bouge pas, et je te dis, coupe-toi un quart d'onde sur une ligne, un bout de câble électrique, n'importe quoi, et fais-le pendre en le raccordant sur l'embase de l'antenne, et tu vas voir que ton signal, il va grimper d'1 ou 2 points. Donc ça prouve bien que ces antennes-là, de toute façon, ne sont pas utilisées effectivement dans un environnement qui est réellement adapté. En fait. C'est jamais, parce que jamais dans le jeu, dans l'endroit. Je sais que chaque fois, ça portait une main, c'est l'antenne et qu'elle a tout divulgué et qu'elle fonctionne très bien sur X, QRG, tout ça, mais pareil, c'est dans des conditions qui sont désolées. Là, c'était pas forcément. Allô? Oui, ça sent pas les stations. Oui, alors j'aurais une... Allô? Vas-y, Michel. Oui, bon. Alors moi, par contre, bon, j'ai suivi la présentation, mais moi, j'ai été très intéressé, évidemment. J'ai eu une application qui m'a semblé très utile avec cet appareil-là, c'est la mesure de filtre, hein, enfin dans le domaine de HF, dans le domaine entre 1 méga et puis 2 mégas. Là, je trouve que c'est très intéressant. Hein. Bah écoute, ça c'est une fonctionnalité que j'ai pas encore explorée parce que c'est vrai qu'ici la HF, j'en ai pas.
Mais ouais, c'est un truc. Bah, quand je reviendrai à l'école là, je pense que je vais l'essayer sur mon thème là-haut là, ma Enfade sur 49. On a fait avec l'ami Thierry. Ouais, de filtres ou de ballon ou des choses dans ce genre là. Oui, non, t'inquiète, hein, moi, dans ça, je connais pas grand-chose. Mais, il a mis un transformateur d'impédance, je sais pas comment il a choisi ses composants et tout, mais il me semble que, tu vois, il avait utilisé le VNA, là, qui coûte une blinde, là, le VNA de l'école, là, pour trouver quels composants il faut mettre, et tout ça, pour avoir, sur cette méga, une très bonne performance. Mais encore une fois, la chef, c'est des trucs, c'est je me mets plus dedans, mais non, c'est pas forcément pour faire des- Il y a une autre application vachement utile qui met les grid deep vraiment à la poubelle, hein, c'est l'utilisation en grid deep. Hein, ça, c'est super. Hein. Ouais, bah oui, bah là, tu vois,